Coup 91.5 MHz. Radio Kédou, le journal. Radio Kédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Coincés depuis 6 mois à Bouda, dans le sud de la Centrafrique, dans des conditions de vie dangereuses, 114 Maliens ont été relocalisés le samedi dernier à Bangui par l'OIM. Ils veulent le regagner à tout prix, d'où leur cri de cœur à l'endroit de nos autorités. Le mois de jeûne se tire vers sa fin, les esprits se tournent désormais vers la fête de Ramadan. Et comme il est de coutume, chaque année à cette période au Mali, les commerçants jouent à la surenchère avec les clients. À suivre le reportage d'Assa Siksa Kliba au marché de Bamako. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatoumata Sissé au micro et Fatou Falla à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Une partie des ressortissants maliens vivant dans la localité de Bouda en Centrafrique a été relocalisée le week-end dernier à Bangui. C'est au total 114 Maliens qui attendent d'être rapatriés. Assaba Diarra est le représentant des Maliens de Bangui. Il nous parle de la situation très précaire de nos compatriotes qui vivent à Bouda en Centrafrique de façon globale. Il est au micro de Naïmou Kalkeilen Zaman du réseau des journalistes pour des droits de l'homme, une organisation locale de médias centrafricains. Comme j'ai dit au départ, moi je réside à Bangui, mais de temps en temps, ça fait la deuxième fois, je vais au nom du comité chercher ces enfants. Malheur qu'à la dernière minute, on a tué 2 de nos parents, Soumaïla Tungaran et Moussa Marena. Moussa Marena, c'est tout récemment, même pas une semaine. Il a été abattu à Beauportant. C'est le regret que moi j'ai senti au niveau de Bouda. Et comment vous allez partir au Mali? Ça va se faire comment? Et quand? Bon, ça dépend de l'ambassadeur, celui qui traite au niveau des autorités maliennes. Comme ici, on a à sa disposition le moment voulu, s'il dit d'être prêt, nous on l'attend. Nous vous proposons à suivre à présent le témoignage bouleversant de Mariam Sanogo, une Malienne de 40 ans qui vit en Centrafrique. Elle a vu fuir son mari et assisté à la mort de ses enfants et lors de la guerre dans le pays. Elle demande à l'État malien de l'aide à rentrer au Mali. Nous étions à Bouguéré. C'est suite aux violences que je suis venue à Bouda. C'est lorsque je suis arrivée ici que mon mari m'a abandonnée. Et c'est grâce à l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, que j'ai pu regagner Bangui avec mes enfants. Certains ont été tués, d'autres blessés. Aujourd'hui, nous lançons un vibrant appel au gouvernement malien afin de nous aider à revenir au Mali. De Bangui, nous allons revenir ici au Mali. Mettre fin au commerce illégal de badges sur lesquels sont reproduits des images de billets de banque. Le directeur national de la BCAO était ce matin devant face à la presse. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, informer les hommes de médias sur la vente d'articles conçus par la reproduction de billets de banque. Assassa Kliba y était pour Kédou Info. En plus du faux monnayage, le commerce de gadgets aux images de billets de banque vient s'ajouter au phénomène. Les plus visibles sont les portefeuilles et porte-clés. La BCAO revient une fois de plus à la charge au moment où la lutte contre le phénomène de fausse monnaie n'est pas encore gagnée. Elle doit faire face à ce nouveau défi. Konzo Traoré, directeur national de la BCAO, précise. Compte tenu de l'impact, le législateur a prévu des sanctions, toute reproduction totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des billets et pièces de monnaie. L'importation, la distribution, l'exportation ou l'exposition de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus, est également proscrite par la loi l'utilisation des signes monétaires comme support d'une publicité quelconque. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Au grand mot, les grands remèdes. Je pense que la solution, ça va être la loi. Quand la loi va être adoptée, ils pourront peut-être se cacher pour le faire.
parce que ça va être une loi spécifique sur le faux monnayage. Les sanctions vont être alourdies. Ça va être l'incrimination. Une campagne d'information et de sensibilisation est prévue avant l'entrée en vigueur de la loi. Amnesty International Mali prend à témoin l'opinion publique sur les graves exactions que commet le président gambien Yaya Jammeh. Le jeune dictateur célèbre actuellement ses 20 ans au pouvoir. Torture, détention arbitraire, disparition forcée, journalistes prisonniers d'opinion, Yaya Jammeh dirige son pays avec une main de fer et n'épargne personne. Une situation que l'Organisation de défense des droits humains juge inacceptable. Ami Mali a tenu hier mardi une conférence de presse à son siège à Kalabankoa. Nous vous proposons d'écouter Salif Fofana, coordinateur à campagne et mobilisation à l'Amnesty International Mali. Cette conférence, comme vous le savez déjà, Amnesty chaque année organise vraiment des journées mondiales sur la Gambie. Et vous savez qu'il n'y a jamais ne tolère aucune opposition depuis qu'il est venu au pouvoir. Cette année, ça fait son 20e anniversaire et donc nous avons décidé d'organiser tout un programme qui comprend surtout une journée mondiale d'action et aussi un plaidoyer autour de l'examen périodique universel que la Gambie sera soumise en octobre 2014. Nous pensons qu'à partir de la conférence de presse aujourd'hui, l'opinion publique sera largement informée sur les exactions ou sur les violations graves qui se passent actuellement en Gambie, la liberté d'expression, les disparitions forcées, la peine de mort, etc. Nous pensons beaucoup que la mobilisation autour de la Gambie, surtout de la communauté internationale, il faudrait vraiment que la communauté internationale se sente beaucoup plus concernée de ce qui se passe en Gambie et que vraiment qu'ensemble, nous nous mobilisons pour vraiment faire pression sur les autorités gambiennes afin qu'elles puissent respecter les droits. Vous vous rappelez quand Yaya Jammeh avait commencé à exécuter les gens condamnés à mort, là, donc plus d'une vingtaine, mais seulement il s'est arrêté au niveau de 9 suite à des prisons d'Amnesty et d'autres organisations de la société civile. Dynamique de développement harmonisé dans le cadre d'un projet transfrontalier d'aménagement hydro-agricole. C'est à cela que s'engagent le Mali et le Burkina Faso respectivement à travers les régions du Sikasso et de ses cascades. C'est pourquoi les acteurs maliens et burkinabés se sont rencontrés à Loulouni, près de Sikasso au Mali, pour valider le rapport d'analyse socio-économique de ce projet. Kassim Traoré pour plus de précisions à Bamako. L'idée des pays frontières fait mouche. C'est pour cela que Maliens et Burkinabés se sont rencontrés à Loulouni au Mali pour la validation du rapport d'analyse socio-économique du projet d'aménagement hydro-agricole à la frontière des deux pays. Ce projet concerne Wéléni au Burkina Faso, Nimbougou et Loulouni au Mali. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Le 10 mars 2014, nous avons fait la restitution des études de faisabilité technique des ouvrages, des investissements qu'on doit faire et en même temps une institution d'études environnementales. C'est la suite logique de ces études que cette étude socio-économique a été commanditée. Il a été question aussi des lois politiques actuelles, les cadres juridiques et réglementaires et le développement des aménagements hydro-agricoles. Ngolo Ouattara, président du conseil régional des cascades au Burkina Faso. Nous retenons que le développement tel qu'il est conçu actuellement au niveau des nations, c'est qu'il doit partir des communautés qui doivent s'approprier ce développement. Cette initiative des collectivités des deux pays de se mettre ensemble est soutenue par les autorités maliennes et burkinabées. Amadou Diabaté, conseiller au gouvernorat de la région de Sikasso. Par rapport à cette dernière phase, la coopération transfrontalière qui va tourner autour des projets d'aménagement des plaines, de réalisation des pistes et des marchés à bétail, nos impressions sont les plus bonnes. Et ça dénote encore que la notion des pays frontières est en train de faire du chemin. Ça dénote aussi de la cohésion entre les deux pays. Ce projet d'aménagement hydro-agricole a le soutien de la coopération suisse et du réseau Réussir la décentralisation. Les élus du cercle de Kolokani dans la région de Koulikoro restitués à leur base. Les 3 députés ont rencontré les communes de l'ex-arrondissement centre de Kolokani hier mardi dans la salle de conférence du conseil de cercle. L'objectif, échanger sur les activités de l'Assemblée nationale pendant les 6 derniers mois. Les débats ont surtout porté sur les 34 lois votées, une motion de censure, une déclaration de politique générale du chef de gouvernement et des questions orales adressées aux différents ministres.
Le sous-préfet central de Kolokani, Fadjiri Théophile Koulibaly, qui a présidé les débats, se dit satisfait. Il est au micro de André Traoré. Mes attentes sont comblées, ça je vous l'avoue, et sans embâche. Parce que les gens, il faut qu'ils se disent que le développement, ce n'est pas forcément le matériel. Il faut l'information, la communication entre aujourd'hui les élus et les citoyens. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est en train de faire le jour qu'on appelle la redevabilité. Il faudrait que les élus, à quelque niveau qu'ils soient, se sentent vraiment contraints, obligés même de rendre compte à leur base, à leurs électeurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. La restitution à laquelle nous avons pris part aujourd'hui procède vraiment de cela. La restitution, c'est une obligation pour les députés. C'est vrai, on n'a pas toujours l'habitude de les voir sur ce terrain-là. Mais il faudrait que désormais ils s'habituent à cela. Qu'ils sachent que les citoyens qui les ont élus ont aussi un droit de regard sur ce qu'ils font. Ont également le droit de savoir ce qu'ils sont allés faire là-bas. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces restitutions sont rendues obligatoires. Donc je suis vraiment satisfait, comme je le disais tantôt, de ce qui a été fait. Et comme je le disais, les populations ont vraiment positivement et activement contribué à ce débat, comme vous l'avez eu à le constater. À Sikasso, la campagne agricole a démarré avec des difficultés en raison de la rareté pluviométrique dans certaines localités de la région. Malgré un début difficile, la campagne agricole n'est pas en retard et une bonne partie des populations y est satisfaite. C'est ce qui nous a signalé notre correspondant à Sikasso, Zoumana Traoré. En raison de la rareté de la pluviométrie dans certaines localités de la région, la campagne agricole a démarré avec des difficultés. Malgré ces difficultés, la perspective d'une bonne campagne agricole présage à l'horizon. Abdoulaye Bamba est le président de la Chambre d'agriculture de Sikasso. La campagne a démarré avec certaines difficultés. Difficultés par rapport à la pluviométrie. Tout le monde n'a pas reçu les pluies au même moment. Bon, mais comme déjà on n'était pas trop en retard, on s'est dit qu'avec une très bonne répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace, à nos jours, en ce qui concerne la région de Sikasso, tout le monde n'est pas satisfait. On peut dire à 80-90%, quand même la campagne donne une bonne perspective. Mais cela, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Cela va de soi qu'il y a des zones, surtout l'autre jour j'ai quitté la zone de Zégua, qui est en retard de plus de à peu près 10 jours. Bon, en hivernage, cela quand même pose souvent des inconvénients qui pourraient être quand même désastreux pour le paysan. Hormis la bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, les dispositions prises par le gouvernement malien pour accompagner les producteurs cette année ont été à hauteur de souhait. Surtout la baisse du prix de l'engrais subventionné, vraiment, cela quand même a été accueilli avec joie au niveau du monde rural. Et je pense que ça aura aussi son influence sur quand même les récoltes. Cette subvention de l'engrais a beaucoup requinqué le monde paysan. Reste à souhaiter une bonne pluviométrie pour une bonne campagne agricole. Soumana Traoré Sikasso pour Radio Clédou. Comme je vous disais dans les titres, la communauté musulmane s'apprête à célébrer la fête de Ramadan. Si les préparatifs vont bon train, l'inflation chez les commerçants se fait sentir. Assassa Kiliba a fait un tour au grand marché de Bamako, suivant son reportage. Pas la peine de se poser la question, maintenant au grand marché de Bamako, le tohubohu règne plus que d'habitude. Étalés sur des étagères, dans les brouettes comme dans les boutiques, tous les moyens sont bons pour attirer la clientèle. De nouveaux commerçants sont venus s'ajouter à ceux déjà présents. Et en parlant de fête, parents comme enfants, tout le monde veut porter de beaux habits ce jour-là. Et pour ça, obligatoire de mettre la main à la poche. Pour cette mère de famille, il faut faire un choix. Selon elle, la priorité doit être donnée aux enfants. Cette jeune fille que nous avons rencontrée a préféré choisir du bazin. Parce que pour acheter du bazin, c'est de bonne qualité, ça dure quoi. Et dans les boutiques, des femmes, rien que des femmes qui viennent chercher de quoi habiller leurs maris et leurs enfants. Un des commerçants s'exprime. Il y a beaucoup de femmes qui se déplacent, ils achètent pour leur mari. Et souvent, les hommes n'ont pas le temps de venir au marché. Le prix est très abordable. Parce qu'on ne prend que le prix du bazar, on ajoute les frais de teinture. Vendeurs comme acheteurs se plaignent de la cherté des marchandises. En attendant le jour J, la fête s'annonce déjà très belle pour ces vendeurs.
Pendant le ramadan, les lieux de prière se multiplient. Mais avec le mois qui tire vers sa fin, les femmes et les jeunes filles se font rares. Qu'est-ce qu'il explique cet état de fait? Élément de réponse dans ce reportage d'Assa Sidibé. Le mois de Ramadan est spécial. Les fidèles jeûnent pendant la journée. La nuit, ils partent à la mosquée ou forment des groupes de prière dans les rues. La prière est une obligation. Au début du Ramadan, il y a une forte mobilisation. Qu'en est la fin, Tata Kamisugu? Au début du mois de Ramadan, il y avait du monde. Actuellement, tel n'est pas le cas. Les femmes se font rares car elles sont occupées par des travaux ménagers. Les gens reviennent les 10 derniers jours de prière. J'encourage tout le monde à prier et à jeûner. Il serait mieux de terminer tout ce qu'on commence. Certaines habitudes des femmes ne riment pas avec l'islam. Sira Koulibaly. S'il plaît à Dieu, je continuerai d'aller à la mosquée jusqu'à la fin du mois de Ramadan et c'est ce que je conseille à mes sœurs ainsi qu'à mes mamans et je les conseille d'arrêter de porter des mèches au moins pendant ce mois. Ces raisons ne justifient pas l'absence à la prière. Sachons remplir nos obligations. Voilà, c'est sur cet élément qui met fin à cette édition qui vous a été présentée par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci.